Es-tu riche? Tu risques fort de ne jamais l'être. Si tu n'es pas né riche, tes chances de le devenir sont faibles. Ce n'est pas une question de travail. En réalité, l'échelle qu'on devait gravir a été retirée. À sa place, il y a un système conçu pour garder les riches au sommet et exclure tous les autres. Dans l'épisode d'aujourd'hui de l'infographie, nous allons révéler pourquoi vous ne serez jamais riche et comment le jeu était truqué dès le départ. Depuis des décennies, l'argent monte vers le sommet de l'échelle socio-économique et le problème s'est récemment aggravé. En 2023, Oxfam a révélé que sur 42 000 milliards de dollars de richesses créées depuis 2020, le 1% le plus riche en a capté les 2/3. Pendant ce temps, 99% de la population n'a eu que les miettes. Si vous travaillez dur à temps plein uniquement pour payer loyer et factures en grande ville, comment vous savez déjà qu'il est presque impossible d'économiser ou de construire un patrimoine. Pour commencer, les salaires ne suivent pas le coût de la vie. Selon le Pew Research Center, le salaire horaire moyen a culminé en 1973 à 4,03 $, soit 23,68 $ en 2018. En tenant compte de l'inflation, cela signifie que les gens aujourd'hui ont à peu près le même pouvoir d'achat qu'ils avaient dans les années 70. Pourquoi les salaires stagnent-ils? D'abord, le déclin des syndicats. De plus en plus de travailleurs se disputent d'un nombre décroissant d'entreprises. Les entreprises indépendantes et les petites entreprises sont de plus en plus chassées, et les grandes entreprises grandissent et fusionnent pour former des conglomérats encore plus grands. Des économistes de grandes universités estiment que, depuis les années 1930, la part de l'économie américaine contrôlée par le top 1% des entreprises est passée de 70% à 90%. Parallèlement, la part des actifs détenus par les 0,1% des plus grandes entreprises est passée de 47% à 88%. Ces entreprises dirigent désormais le marché d'une main de fer, car la concurrence entre seulement une poignée de sociétés, un oligopole, n'est en réalité pas vraiment une concurrence. C'est une mauvaise nouvelle pour les startups, les entreprises indépendantes et ceux qui veulent s'enrichir. Après tout, être entrepreneur et créer sa propre entreprise à partir de zéro était autrefois une bonne méthode pour accéder à la classe supérieure si vous réussissiez. Brian Head indique qu'en 2019, la valeur nette médiane des familles à leur compte était de 380 000 $, soit plus de 4 fois celle des familles de salariés, 90 000 $. Cependant, les coûts de démarrage ont augmenté avec l'inflation et l'indice des prix à la consommation. Créer une entreprise coûte en moyenne 40 000 $ la première année, et plusieurs centaines de milliers pour un magasin physique ou un restaurant. Même la capacité à devenir entrepreneur dépend de plus en plus de l'argent que vous avez à la naissance, malgré ce que disent certains comptes Instagram. C'est peut-être pourquoi l'entrepreneuriat américain décline. La fondation Ewing Marion Kauffman a observé que la part des startups parmi les entreprises américaines est passée de plus de 12% en 1980 à 8% en 2012. De plus, les startups sont passées de 4% de tous les emplois à la même période à 2% plus de 3 décennies plus tard. Selon la Brookings Institution, les ultra-riches ne gagnent pas leur argent grâce à des emplois comme le reste d'entre nous. Les 0,01%, les plus riches, tirent 82% de leurs revenus des investissements et des entreprises, et près de 60% uniquement des investissements. Les 0,01% les plus riches ont obtenu 88% de leurs revenus des investissements et entreprises, dont plus de 70% uniquement des investissements. Vous savez, comme les investissements que vous n'avez pas les moyens de faire, et les entreprises que vous n'avez pas les moyens de lancer. Ainsi, les 80% des ménages les moins aisés n'ont tiré en moyenne que 7% de leurs revenus des mêmes sources. Et une partie de la raison pour laquelle les ultra-riches restent ultra-riches, c'est parce que les hauts salaires sont imposés différemment des plus-values, ou du profit que vous tirez d'un investissement. L'Institut Brookings note que les taux marginaux effectifs d'imposition sur le revenu dépassent 40%, tandis que de nombreux revenus d'entreprise sont imposés à moins de 30%. Dividendes et plus-values sont taxés à moins de 25%. Cela veut dire qu'en accédant à un poste très bien payé, vous versez presque la moitié de votre salaire en impôts. Mais si vous êtes très riche avec plusieurs investissements, l'État ne perçoit même pas un quart de ses revenus. Cela vous permet de conserver votre statut dans le top 0,01%, pendant que tous les autres autour de vous essaient en vain de gravir les échelons. Les plus-values et rendements des actifs immobiliers
Actions et portefeuilles d'investissement permettent d'accumuler de la richesse, mais restent souvent inaccessibles sans capital initial, car l'argent attire l'argent. L'alternative consiste à investir dès le premier jour pour espérer obtenir de tels rendements. Mais il faut commencer très jeune, comme vous allez le voir, et cela va être presque impossible. Des experts ont analysé des données norvégiennes et constaté que les 0,1% des ménages les plus riches étaient déjà fortunés dans la vingtaine. Plus important, ils ont beaucoup investi en actions et épargné une grande part de leurs revenus. Vous, en revanche, vous êtes coincé à payer le loyer, les factures, la nourriture et votre voiture, ce qui vous laisse, si vous avez de la chance, quelques centaines d'euros pour sortir avec des amis et acheter une ou deux nouvelles chemises. Si cela peut vous rassurer, vous n'êtes pas le seul. Selon l'Atlantique, les personnes qui gagnent plus de 150 000 $ par an conservent environ 40% de leurs revenus après impôts et besoins de base comme le logement, la nourriture et les transports. Ceux qui gagnent moins n'ont souvent qu'environ 15% de leur salaire modeste pour tout couvrir, même lors d'un bon mois. Cependant, cela exclut certaines dépenses, comme la santé et l'éducation. Après ces coûts, les Américains les plus pauvres ont dépensé 98% de leurs revenus. Il ne leur reste que 367 $ de revenus disponibles, soit environ 1 $ par jour. Cet argent risque de ne pas être investi dans un fonds commun de placement. Et même s'ils parvenant d'une manière ou d'une autre à réunir suffisamment d'argent pour consulter un conseiller financier, la triste vérité, c'est que la plupart des conseillers et des cabinets ne seraient pas intéressés à les servir. Un rapport du groupe de littératie financière révèle que la plupart des conseillers financiers ignorent les clients sans gros capitaux. Michael A. Kitchis, directeur de la recherche chez Pinnacle Advisory Group, partage cet avis et note que les investisseurs non fortunés n'apportent pas assez pour justifier le temps investi. Pour la plupart des conseillers, les rendements ne justifient pas l'effort. Comme le souligne le rapport, les conseillers financiers devraient accepter une forte baisse de salaire pour aider les personnes non fortunées. De plus, les conseillers financiers gagnent bien leur vie et fréquentent souvent des milieux aisés, propices à recruter de nouveaux clients. Si vous ne gagnez pas bien plus de 100 000 € par an, il est peu probable de croiser ce genre de personnes, car elles sont souvent hors de votre réseau. Même si vous surmontez tous les obstacles financiers et relationnels initiaux, venir d'un milieu où l'investissement n'était tout simplement pas une pratique constitue en soi une barrière. Amos Nabler, docteur en finance comportementale et neuroéconomie, appelle cela une aversion à la complexité, c'est-à-dire une peur d'investir si c'est la première fois et que vous manquez d'informations. Selon lui, c'est le plus grand obstacle à la création de richesse pour les personnes qui ne sont pas sur les marchés ou qui n'ont jamais investi auparavant. Pour ceux qui investissent, commencez plus tard dans la vie, que ce soit parce qu'il vous a fallu du temps pour générer suffisamment de revenus ou simplement parce que vous ne saviez pas comment faire, rend beaucoup moins probable la constitution d'une richesse significative. Un article cite l'exemple d'une personne investissant dans un portefeuille de retraite avec un rendement annuel de 8% en commençant à 20 ans. Et en investissant 200 $ par mois, cette personne aura 1 250 000 $ à la retraite. En commençant 5 ans plus tard, ils auront seulement 830 000 $. 5 ans plus tard, 547 000 $. Il est clair que disposer d'un revenu disponible et des connaissances nécessaires pour commencer à investir tôt fait toute la différence. Et cela met les personnes qui ne sont pas nées dans la richesse dans une situation de grand désavantage. Obtenir un diplôme universitaire, censé aider à gagner de l'argent, commence en réalité la vie de nombreux Américains, avec une dette importante. La dette moyenne des prêts étudiants fédéraux atteint environ 38 000 $. Aller dans une école prestigieuse sans aide financière, ou nécessiter un diplôme avancé pour des métiers lucratifs comme le droit ou la médecine, peut coûter bien plus cher. La dette étudiante est un énorme frein à la capacité de quelqu'un de se constituer un patrimoine, car vous commencez votre vie professionnelle non pas à zéro, mais avec un montant négatif. Les taux d'intérêt sur la dette étudiante font qu'avec un remboursement mensuel faible, votre dette diminue à peine. Votre argent ne paiera que les intérêts, avec un taux fédéral actuel de 6,39% sans rembourser le capital. Un journaliste, David Dennis Jr., a abandonné l'idée de rembourser ses prêts. Ces 80 000 $ de dettes étudiantes deviendront 200 000 $ à rembourser avec un taux d'intérêt de 8% et la durée du plan. Sans parler du fait qu'utiliser tout l'argent restant pour rembourser la dette signifie que vous ne pouvez pas économiser pour investir dans des actifs. Notamment celui qui permettait aux familles américaines de bâtir un patrimoine, une maison. Maintenant, l'argument souvent avancé par les personnes plus âgées ressemble à ceci.
J'ai acheté ma première maison à 26 ans en travaillant comme serveur, pourquoi pas toi? Mais les choses ne sont en réalité pas aussi simples pour les millénials et la génération Z qui essaie d'accéder à la propriété dans l'économie actuelle. En 1984, le revenu médian des ménages américains dépassait 22 400 $, et le prix médian d'une maison était de 78 200 $. Une maison moyenne valait environ 3,5 fois le revenu du ménage. En 2022, le revenu médian des ménages atteignait près de 74 600 $ par an, et le prix médian d'une maison était de 433 100 $, 5,8 fois le revenu annuel moyen des ménages. Selon les règles de revenus de nombreux agents immobiliers, en 2022, un ménage américain devait gagner plus de 100 000 $ pour acheter une maison au prix moyen dans sa ville. Dans plusieurs grandes villes, ils devront gagner 3 à 4 fois plus. C'est en partie dû à la pénurie de logements. En 2022, les États-Unis comptent plus de 3 millions de logements en moins par rapport à la demande des futurs acheteurs, ce qui explique pourquoi parcourir Zillow est devenu la version milléniale de la lecture de romans fantastiques. La pénurie résulte de plusieurs facteurs combinés. La pénurie de main-d'œuvre, les politiques Not in my backyard freinant les constructions et le coût élevé des matériaux dû aux problèmes d'approvisionnement et à l'inflation compliquent la situation. La hausse des taux d'intérêt n'a rien arrangé. Après plus de 20 ans de taux bas sur les prêts hypothécaires, ils ont augmenté pour contrer l'inflation due aux mesures de relance pendant la pandémie. Les taux des prêts hypothécaires fixes sur 30 ans avoisinent désormais 6,76%, soit presque le double de ceux de 2016. Cela signifie que non seulement les gens ont besoin de beaucoup plus d'argent pour acheter une maison, puisqu'ils devront payer des taux d'intérêt plus élevés sur les prêts hypothécaires, mais les baby-boomers et la génération X, dont les enfants ont quitté la maison et qui, normalement, chercheraient à réduire la taille de leur logement à ce stade, sont moins enclins à acheter une nouvelle propriété plus chère avec un taux d'intérêt bien plus élevé. Ils continuent donc à vivre dans leur maison déjà payée, ce qui les maintient hors du marché et aggrave la pénurie de logements. L'incapacité des gens à acheter une maison et à investir dans un bien immobilier qui va prendre de la valeur a un impact énorme sur la richesse que vous pouvez accumuler au cours de votre vie, ainsi que sur la richesse que vos enfants et petits-enfants pourront construire. Le fait d'être propriétaire aide les gens à se constituer un patrimoine, en leur permettant de contracter des prêts garantis par leur bien immobilier, qu'ils peuvent utiliser pour investir ou développer quelque chose qui leur appartient. Un rapport de l'Association nationale des agents immobiliers a révélé qu'en 2023, les propriétaires à revenus moyens avaient accumulé 122 100 $ de patrimoine grâce à une appréciation moyenne de 68% de la valeur de leurs biens immobiliers depuis 2012. Lawrence Yun, chef économiste de la National Association of Realtors, affirme qu'un paiement hypothécaire mensuel agit comme une épargne forcée, permettant aux propriétaires d'avoir un patrimoine environ 40 fois supérieur à celui des locataires. La possibilité pour les locataires d'accéder à la propriété s'assombrit de plus en plus. En 2022, les locataires américains ont dépensé en moyenne 30% de leurs revenus pour le loyer, un record en hausse constante. La Bremer Bank indique que l'écart de richesse entre propriétaires et locataires a augmenté de 70% en 30 ans. Aujourd'hui, les personnes nées riches ont un avantage évident lorsqu'il s'agit de devenir riches elles-mêmes, l'argent. Mais naître dans une famille aisée offre bien plus d'avantages. En commençant par la culture financière. De nombreux enfants de riches rencontrent les conseillers financiers de leurs parents et gèrent tôt de petits portefeuilles, percevant intérêts et dividendes. On leur explique quels instruments financiers et failles peuvent les aider à accumuler de la richesse avant la fin du lycée, ce qui pourrait expliquer pourquoi 58% des Américains gagnant plus de 100 000 $ sont financièrement instruits. En revanche, la littératie financière au sein de la population générale est à son niveau le plus bas. Sans une équipe de gestionnaires, conseillers et avocats pour guider la plupart des gens dans leur planification financière, qui pourrait les blâmer? Ainsi, seuls 28% des Américains gagnant moins de 25 000 $ sont financièrement alphabétisés. Après tout, la gestion des finances n'est pas enseignée dans la plupart des lycées. La plupart des gens qui sortent de l'université ne peuvent même pas expliquer complètement comment fonctionnent les prêts hypothécaires ou les Individual Retirement Accounts. La génération Z a le plus faible taux de littératie financière, seuls 38% connaissent les investissements. Ne pas savoir ce que l'on fait est un gros problème. Une enquête du Forum économique mondial a révélé que 40% des personnes qui choisissent de ne pas investir, ce qui implique qu'elles ont un peu d'argent pour le faire, n'investissent pas parce qu'elles ne savent pas comment faire. 70% des personnes interrogées investiraient davantage avec une meilleure éducation financière.
Les parents aisés se servent aussi de cette éducation financière pour préparer leurs enfants différemment, en construisant leur score de crédit. Un sondage de 2019 de creditcard.com a montré que 8% des 1500 parents américains interrogés avaient ajouté leurs enfants comme utilisateurs autorisés sur leur carte de crédit. C'était pour contourner le système et les aider à construire leur crédit. Beaucoup d'enfants ne savaient même pas qu'ils étaient sur les cartes de leurs parents, mais ce bon score se construisait pour eux malgré tout. Ces parents pourront aussi cosigner des prêts avec leurs enfants, alors que d'autres essaient encore d'améliorer leur score au-dessus de 600 noms. C'est ce qu'on appelle le piggybacking, c'est-à-dire quand des personnes obtiennent un bon score de crédit, en profitant de celui de quelqu'un d'autre qui a déjà un bon crédit pour construire le leur. Comme le souligne l'économiste Yingli Tao, le système de score de crédit favorise surtout les consommateurs issus de milieux privilégiés, de foyers à haut revenu et de quartiers majoritairement blancs. En revanche, pour les personnes sans richesse ni actifs, se constituer un crédit peut être un véritable champ de mine. Il est presque impossible d'obtenir l'approbation pour des cartes de crédit avec une limite décente. Trouver un appartement correct était devenu très difficile. Si vous obtenez une carte de crédit, les taux d'intérêt seront plus élevés que pour une personne au bon crédit, car vous êtes jugé plus risqué. Ainsi, si vous ne remboursez pas tout en un mois, vous serez plus pénalisé qu'une personne aisée avec un bon score de crédit. En somme, être pauvre est puni. Les enfants riches bénéficient aussi d'un meilleur accès à l'éducation dès le début de leur vie, ce qui favorise leur accumulation de richesses. Selon la Banque mondiale, il existe un lien mondial évident entre l'éducation et les revenus. En moyenne, chaque année de scolarité primaire et secondaire augmente les revenus futurs d'environ 9,1%. Mais dans de nombreux pays, en particulier les pays riches comme les États-Unis, les retombées de l'éducation ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Un rapport du New York Times a révélé que les élèves de 6e dans les districts scolaires les plus riches ont 4 niveaux scolaires d'avance sur les élèves des districts scolaires les plus pauvres. Dès ton entrée au collège, la richesse de ton quartier décide si tu prends de l'avance ou restes en retrait. Il devient vraiment difficile de combler cet écart plus tard dans la vie. Le Centre de recherche en politique économique a analysé les revenus intergénérationnels et a conclu que le principal facteur de la persistance des revenus intergénérationnels réside dans les différences d'investissement reçues pendant l'enfance, ce qui conduit ensuite à une amélioration des capacités cognitives et à plus d'années passées à l'école. Ensuite, les personnes nées dans l'aisance ont un autre avantage majeur, la possibilité de fréquenter l'une des meilleures universités du monde. Même si un diplôme universitaire général n'augmente plus autant les revenus et vous endette, un diplôme d'une université d'élite fait presque toujours la différence. Moins de 1% des étudiants américains iront un jour dans l'une des 12 universités les plus prestigieuses, les 8 de l'Ivy League, Stanford, Duke, le Massachusetts Institute of Technology et l'Université de Chicago. Pourtant, 12% des présidents directeurs généraux du Fortune 500 sont diplômés de ces établissements. Et parmi les 0,1% des personnes les mieux rémunérées, 13% détiennent un diplôme de l'une de ces universités. Ce n'est pas seulement car les riches ont de meilleures notes. Bien que l'accès à plus de ressources et de tuteurs y contribue, des recherches du groupe Opportunity Insights de Harvard ont montré que, pour un même score au Scholastic Assessment Test ou à l'American College Testing, les enfants du top 1% des familles avaient 34% plus de chances d'être admis que la moyenne. Ceux du top 0,1% avaient 2 fois plus de chances d'être admis que le candidat moyen. L'étude n'a pas totalement expliqué l'écart des admissions, mais a souligné le rôle des candidats héritiers et la volonté des universités de se rapprocher de futurs grands donateurs. Certains experts pensent qu'un biais inconscient envers les candidats riches, jugés plus adaptés, pourrait aussi intervenir. Les enfants de familles aisées bénéficiaient de plus de moyens et de soutien pour les activités extrascolaires et d'autres distinctions valorisées par les commissions d'admission. Quelle qu'en soit la raison, les politiques d'admission des universités favorisaient surtout les enfants du 1%, dont les parents gagnent plus de 511 000 $ par an. Le plus déprimant pour les familles de la classe moyenne et supérieure, c'est que ce processus d'admission déséquilibré ne les aide pas à être acceptés. En réalité, les enfants de la classe moyenne et supérieure étaient moins souvent admis dans une université d'élite que le candidat moyen. Les enfants issus des familles les plus pauvres avaient en réalité plus de chances d'être admis que le candidat moyen, mais uniquement parce qu'ils étaient très peu nombreux à postuler au départ. La plupart n'ont jamais eu la chance de constituer un dossier de candidature compétitif.
Beaucoup d'étudiants qualifiés, issus de milieux modestes, manquaient de confiance pour postuler tout court. Et par-dessus tout cela, le plus grand obstacle à l'entrée restait le coût exorbitant des études, qui exclut d'innombrables familles ouvrières, et à faible revenu avant même que le processus ne commence. Ces universités sont chères, plus chères que votre salaire. Les frais de scolarité annuels pour l'université Harvard, pour l'année scolaire 2025-2026, y compris le logement et la nourriture, s'élèvent à presque 87 000 $ par an. Donc, en supposant que ce montant ne change pas du tout pendant les 4 années de votre présence, cela signifie que vous devrez plus de 347 700 $ à l'université, ou plutôt à la société de prêts étudiants, qui vous extorque pour que vous puissiez aller à l'université. Ne supposez pas que vos frais de scolarité resteront inchangés. En 2015, les frais de scolarité à Harvard, logement et repas inclus, étaient de 58 600 $. Les frais de scolarité annuels ont presque augmenté de 30 000 $ en 10 ans. Les enfants issus de familles aisées ont un énorme avantage grâce au vaste réseau relationnel de leur famille et des universités d'élite de premier plan. La moitié de la raison pour laquelle on va dans une université d'élite incroyablement chère, c'est justement pour accéder à leur réseau d'anciens élèves généralement prospères, afin de décrocher un emploi grâce à ces relations. Un article sur Science Direct a analysé la littérature sur le réseautage dans les universités d'élite. Il a constaté que les réseaux institutionnels de l'enseignement supérieur, souvent négligés, ont un pouvoir significatif pour connecter les diplômés au marché du travail. Ces réseaux sont puissants car selon CNBC, 81%, des emplois sont obtenus via des relations personnelles et professionnelles. Environ 70% des emplois ne sont pas publiés. On ne peut donc y accéder que par réseautage. Les relations sont essentielles pour la vie et les revenus futurs. Une étude publiée dans Nature a révélé que les enfants pauvres ayant des amis riches pouvaient obtenir un revenu moyen plus tard, dans la vie, qui était de 20%, supérieur à celui des enfants de leur même classe socio-économique sans amis riches. Une chose est claire, l'idée que devenir riche dépend uniquement du fait d'être le plus intelligent ou le plus travailleur s'effondre rapidement partout dans le monde, et cela est évident dans le pays qui l'a le plus promu, les États-Unis. Cela se voit dans la forte baisse de la mobilité sociale aux États-Unis. Le centre de recherche Opportunity Insights a révélé que plus de 90% des enfants nés en 1940 gagnaient plus que leurs parents, contre seulement 1 sur 2 pour ceux nés vers 1980. L'Institut Brookings a révélé qu'à peine 6% des enfants, issus de familles à très faible revenu, atteignent le sommet. Alors que les possibilités de progression diminuent dans les pays riches, les États-Unis sont particulièrement concernés. D'après World Population Review, les États-Unis occupaient dans la 27e place mondiale en mobilité sociale en 2020 entre la Lituanie et l'Espagne. Difficile d'y voir une grande victoire pour le pays du rêve américain. Que signifie cela pour les gens sur le terrain ? Au Danemark, pays le plus mobile socialement, il faut en moyenne 2 générations à une personne issue d'une famille à faible revenu pour atteindre le revenu moyen. Aux États-Unis, il en faut 5. Au lieu que ce soit votre petit enfant qui s'en sorte bien, c'est peut-être votre arrière petit enfant qui y parviendra. Et ce n'est pas seulement qu'il est difficile d'atteindre le sommet, il est aussi difficile pour les plus riches de tomber au niveau le plus bas. Le Forum économique mondial a constaté que parmi les 25% les plus riches des États-Unis, moins de 10% avaient un nom des pères à faible revenu. D'autre part, près de 50% d'entre eux avaient des pères à revenus particulièrement élevés. Les statistiques et exemples concrets prouvent que richesse ne dépend pas uniquement de la discipline ou du travail. Il s'agit d'avoir accès à la richesse, à la constitution de crédit, aux actifs, aux relations. Pour beaucoup de gens, obtenir une véritable richesse n'est pas seulement difficile, cela n'a jamais été censé être à leur portée dès le départ. Si vous pensez que les milliardaires modernes ont tout pour eux, attendez de découvrir l'homme le plus riche de tous les temps, ou regardez plutôt cette vidéo.